Un basculement soudain oppose 60 ans d'alignement immobile à une décision tchadienne qui rompt l'inertie. Ce contraste révèle l'écart entre discours officiels et dynamique réelle, exposant une zone censée stable mais désormais mouvante. Que signifie pour vous cette fissure lorsqu'Ibrahim Traoré rappelle que certaines frontières demeurent perçues comme artificielles? Dans cet instant suspendu, les lignes d'influence glissent vers un centre encore indéfini. Dans cette vidéo, la promesse est simple: offrir une grille de lecture claire pour comprendre ce que le basculement du Tchad vers l'Alliance des États du Sahel change réellement pour la région. Elle offre aux spectateurs un cadre robuste pour lire ce basculement. À partir du pivot tchadien, la séquence détaillera pourquoi un État longtemps perçu comme amortisseur stratégique devient soudain un point de rupture, et comment cette translation ouvre un espace d'incertitude pour tous les acteurs. Le propos restera ancré dans des éléments concrets: 60 ans d'alignement, 7 frontières imbriquées, un espace AES désormais décrit comme plus vaste que l'Inde. En suivant ce fil, le spectateur ne reçoit pas seulement un récit géopolitique, il obtient des repères pour mesurer les risques immédiats, situer les discours d'acteurs comme Ibrahim Traoré et comprendre pourquoi ce tournant pourrait redessiner durablement le Sahel. À la fin, chacun pourra tester ses propres certitudes face à ce changement de centre de gravité et se demander ce que ce vide signifie vraiment pour l'avenir du Sahel. Souhaitez-vous passer à la partie suivante? En réalité, le tournant tchadien ne se résume pas à un simple changement d'alliance. Il brise la continuité de 60 ans d'alignement quasi inchangé et referme un axe que beaucoup croyaient définitivement acquis. En un geste, un pays au carrefour de 7 frontières transforme une carte régionale que l'on présentait comme figée. Avant ce basculement, N'Djamena jouait le rôle d'amortisseur stratégique, permettant à des partenaires extérieurs de projeter des moyens militaires vers le Mali, de surveiller les zones pétrolières libyennes et de maintenir une présence élargie dans le Sahel central. Cette position centrale reposait sur un équilibre implicite. Tant que le Tchad demeurait aligné, l'architecture sécuritaire régionale semblait stable, même si les bénéfices concrets pour les populations restaient limités. La décision de rejoindre l'Alliance des États du Sahel rompt cette logique d'encadrement continu et ouvre une zone d'incertitude où chaque acteur, interne ou externe, doit réévaluer ses repères. Dans ce nouveau cadre, la formation d'un bloc territorial continu reliant Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad est décrite comme un saut d'échelle. L'espace AES élargi serait plus vaste que l'Inde. Ce changement de taille n'est pas seulement géographique, il modifie la manière dont les États interprètent souveraineté, sécurité et autonomie. Les propos attribués à Ibrahim Traoré, rappelant le caractère perçu comme artificiel de certaines frontières, s'inscrivent dans cette relecture. Ils relinent la discussion sur la carte à une interrogation plus profonde sur la légitimité des découpages hérités. Pour plusieurs capitales extérieures, la fermeture de cet espace autrefois considéré comme ouvert signifie la perte d'un point d'appui central, de yeux et d'oreilles, indispensable pour observer, anticiper et intervenir. Pour une partie des sociétés de la région, au contraire, ce même mouvement apparaît comme l'occasion de réévaluer des rapports jugés asymétriques. Ainsi, la mini-révélation de départ prend forme. Derrière un geste diplomatique unique, c'est un long cycle historique qui se fissure et un nouvel ensemble territorial qui commence à se dessiner. Le spectateur se trouve face à une question simple mais lourde. Ce glissement de centre de gravité annonce-t-il un ordre plus cohérent ou une phase prolongée d'instabilité contrôlée? Pour comprendre l'impact immédiat du basculement tchadien, la vidéo place un témoin au centre du récit. Idriss. Il vit à proximité d'une base d'où décollaient quotidiennement des appareils étrangers,
un site présenté comme un pilier de la présence stratégique extérieure. Pourtant, selon la description fournie, son quartier ne bénéficiait d'aucune infrastructure visible, signal discret mais révélateur d'un décalage durable entre un dispositif massif et une réalité locale marquée par le manque. Lorsque les dernières machines quittent la zone, la scène ne s'interprète plus comme une simple manœuvre logistique. Le silence soudain devient une rupture sensorielle, presque un marqueur politique en soi. Idriss perçoit ce changement avant même que les discours officiels ne redessinent les alliances. Ce n'est plus le vacarme des hélices qui rythme le quartier, mais une attente diffuse, une suspension qui traduit l'ouverture d'une nouvelle phase. La source souligne que cette impression n'est pas isolée. La réaction populaire décrite, ruelles animées, marchés commentant la transition, montre que l'élan ne part pas uniquement des dirigeants. Une partie des habitants lit ce repositionnement à travers son propre vécu. Ce qui disparaît ou apparaît dans leur environnement immédiat devient un indice des rapports de force en mutation. Idriss sert ici de guide narratif, non parce qu'il explique la géopolitique, mais parce que sa perception incarne la manière dont un changement d'alignement se matérialise dans le quotidien. Le spectateur découvre ainsi que la recomposition régionale ne plane pas au-dessus des sociétés. Elle s'inscrit dans les sons, les rythmes et les atmosphères de lieux ordinaires. La question sous-jacente s'impose alors. Qu'indique cette réaction précoce sur la capacité des populations à absorber et réinterpréter cette transition? Le déclencheur apparaît dès l'instant où le Tchad annonce son entrée dans l'Alliance des États du Sahel. Ce geste n'est pas décrit comme un simple ajustement diplomatique. Il ferme un espace longtemps considéré comme ouvert, un espace utilisé par des partenaires extérieurs pour projeter des moyens militaires vers le Mali, pour surveiller les zones pétrolières libyennes, pour maintenir une architecture sécuritaire étendue. Cette disponibilité paraissait acquise. Elle constituait un pilier silencieux, et soudain, elle se retire. La bascule surprend. Elle s'inscrit après des décennies d'alignement stable. N'Djamena agissait comme point d'appui, comme pivot régional, comme relais entre dynamiques sahariennes et tensions subsahariennes. En un geste, cet axe se referme. Un levier disparaît, une continuité se brise. La carte doit être relue. Dans les zones frontalières, l'effet est immédiat. Les acteurs locaux évaluent autrement la cohésion politique. La formation d'un bloc continu, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, change la donne. Ce n'est plus une mosaïque fragmentée. C'est un corridor stratégique. Ses ramifications atteignent les abords du Soudan. La source le présente comme une secousse majeure, une translation brutale du centre de gravité. Le point culminant advient lorsque la vidéo montre la réaction extérieure. Le récit parle de Paris en panique. Il évoque des ajustements rapides au Pentagone. Il met en scène la perte d'un point d'appui essentiel. Un motif revient, la disparition des yeux et oreilles. Perte de visibilité interne, perte de capacité d'anticipation, perte de contrôle des flux liés aux ressources naturelles. La construction dramatique est claire. L'abandon de ce pivot crée un vide opérationnel, un vide difficile à combler dans l'immédiat. La source ajoute un autre élément. Dans ce contexte mouvant, la stratégie d'encerclement évoquée dans le récit devient irréalisable. Parmi les dirigeants cités figure Ibrahim Traoré, présenté comme une figure visible. Cette mention n'est pas anecdotique. Elle sert à insérer la réorientation tchadienne dans une dynamique régionale plus large. Les références politiques se déplacent, les comparaisons nationales changent, les populations réévaluent leurs repères. Puis vient la rémanence. L'analyse enchaîne les effets secondaires. Elle souligne une relecture de la relation entre ressources et partenariats extérieurs. Elle décrit des craintes de renégociation systématique.
Elle évoque un possible renforcement de la coordination entre États membres. Dans cette phase, l'incertitude domine, mais une possibilité nouvelle apparaît, un espace où tout semble à redéfinir. La source insiste sur le symbole du vide, un vide que certains perçoivent comme risque, d'autres comme opportunité. Pour Idriss, ce vide devient tangible. Il se manifeste par le silence laissé après le départ des avions, un silence qui tranche avec l'agitation précédente, un silence qui devient métaphore régionale. Le décor habituel perd son rythme, l'ancien ordre se retire, un autre, encore indéterminé, s'installe. Le tableau le événementiel se referme ainsi, un déclencheur, une montée dramatique. Puis, une rémanence diffuse. Les effets se propagent dans les perceptions, les institutions et les imaginaires. Et la question demeure, où mène cette recomposition naissante? La source organise son argumentation autour de trois repères chiffrés conçus non comme des mesures exactes, mais comme des marqueurs narratifs permettant de visualiser le glissement d'un avant vers un après. Le premier repère est séquençage temporel, 60 ans. Il sert de ligne de base, un socle historique évoquant un cycle long d'alignement et de rapports structurellement asymétriques. La valeur ne vise pas à quantifier un phénomène, mais à condenser une continuité devenue inertielle. Elle rappelle qu'un système prolongé tend à créer ses propres habitudes politiques et ses propres contraintes implicites. La phrase explicative de la source est claire. 60 ans figurent un cadre rigide que seule une rupture nette peut déstabiliser. Cette rupture produit un saut perceptif durable. Le deuxième repère est géographique. Cette frontière. Le Tchad est présenté comme limitrophe de la Libye, du Soudan, de la Centrafrique, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et des espaces reliés vers le nord comme vers le sud. Ce chiffre fonctionne comme un indicateur de centralité stratégique plutôt que comme une simple donnée cartographique. Plus un État possède de voisins, plus sa réorientation modifie simultanément plusieurs corridors politiques ou logistiques. Le delta implicite présenté dans la source est net, un repositionnement couvre mécaniquement plusieurs directions à la fois. La phrase explicative insiste sur l'effet de nœud territorial. Ce rôle fait basculer plusieurs axes régionaux en une seule décision. Chaque frontière devient alors un vecteur de translation. Le troisième repère concerne l'échelle spatiale. L'espace AES élargi est décrit comme plus vaste que l'Inde. Cette comparaison ne cherche pas la précision métrique. Elle sert à matérialiser un changement de taille, un effet de volume qui transforme la lecture des rapports de force. L'enjeu n'est pas la superficie exacte du bloc, mais la perception d'une entité dont la continuité produit un autre type de logique stratégique. La phrase explicative de la source souligne qu'un ensemble présenté comme plus large qu'un État-continent impose une relecture profonde de l'environnement régional. Le saut d'échelle devient un signal en soi. L'ensemble de ces trois repères organise une structure baseline delta. La baseline repose sur la durée, 60 ans, la dispersion, 7 frontières, et la fragmentation antérieure du Sahel. Le delta naît du repositionnement tchadien, qui combine rupture historique, déplacement spatial et élargissement du périmètre. Dans cette architecture, les chiffres n'agissant pas comme preuves techniques, mais comme leviers narratifs, permettant d'illustrer la cohérence interne de la recomposition. La référence à Ibrahim Traoré dans ce passage chiffré joue un rôle de trait d'union. En rappelant que certaines frontières sont perçues comme artificielles, son nom relie la dimension quantitative à une dimension politique. Ce lien entre territoire et souveraineté donne une portée supplémentaire aux repères. Il montre comment la nouvelle configuration spatiale renforce des aspirations déjà exprimées dans plusieurs sociétés de la région. Les repères chiffrés
deviennent alors des points d'appui pour interpréter la transition en cours. Deux thèses structurent le débat présenté dans la source et chacune s'appuie sur un registre argumentatif distinct. La première thèse affirme que la réorientation du Tchad fragilise durablement les partenariats occidentaux dans le Sahel. Selon cette lecture, perdre un point d'appui situé au carrefour de cette frontière revient à réduire la visibilité opérationnelle dans une zone déjà instable. Les expressions citées, perte d'yeux et d'oreilles, Paris en panique, soulignent l'idée d'un dispositif brusquement amputé d'une fonction essentielle. Pour les partisans de cette thèse, la formation d'un espace continu reliant Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad limite les marges de manœuvre extérieures et accroît une vulnérabilité stratégique susceptible de se diffuser rapidement. Il voit dans ce retrait un risque non seulement pour la surveillance régionale, mais aussi pour la capacité à anticiper les trajectoires de groupes armés et les pressions liées aux ressources naturelles. La seconde thèse défend une lecture opposée. Elle considère ce basculement comme un rééquilibrage nécessaire, porté à la fois par les dirigeants et par les attentes populaires. Les scènes décrites, réactions venues des rues, commentaires dans les marchés, montrent que cette recomposition n'est pas seulement institutionnelle. Elle exprime une volonté de repenser des rapports jugés asymétriques et de redéfinir la souveraineté à partir de critères plus autonomes. Dans cette perspective, le retrait des appareils étrangers, présenté comme une page blanche, devient un symbole positif, l'ouverture d'un espace d'action où de nouvelles priorités peuvent être formulées. Le Stillman consiste à formuler chaque position dans sa meilleure version. Pour la première thèse, l'argument fort réside dans l'importance stratégique d'un pivot territorial. Perdre un nœud de cette frontière modifie instantanément plusieurs axes régionaux. Pour la seconde thèse, la force vient de la cohérence régionale émergente. Plusieurs États cherchent simultanément à aligner leur trajectoire, nourris par des expériences communes et par des perceptions locales, comme celles illustrées par le témoin Idriss. La tension centrale repose donc sur l'interprétation du vide. Est-il menace ou opportunité? Ce décalage de lecture alimente l'incertitude actuelle et explique l'amplitude des réactions divergentes face au basculement tchadien. Un vide change tout. Ce point médian décrit dans la source comme un moment où le retrait d'extérieur cesse d'être perçu comme une opération logistique pour devenir une transformation idéologique, modifie entièrement la lecture du Sahel. Le récit quitte alors la mécanique militaire et s'oriente vers une interrogation plus profonde. Que représente un espace soudain libéré de son ancien rythme et comment les acteurs régionaux y projettent-ils leur propre modèle politique? Là où certains observateurs voient une vulnérabilité accrue, d'autres identifient une occasion rare d'élargir leur marge d'action. La mention d'Ibrahim Traoré occupe ici une place structurante, en soulignant le caractère perçu comme artificiel de certaines frontières. Elle offre un référentiel interprétatif qui relie le retrait d'extérieur à une réflexion renouvelée sur souveraineté et autonomie. Ce glissement sert de pivot narratif, indiquant que la recomposition ne dépend plus seulement des moyens mobilisables, mais de la manière dont ils sont imaginés et reconfigurés par les États. La source insiste sur l'émergence d'une cohésion nouvelle au sein de l'AES, fondée non sur la puissance matérielle, mais sur une lecture partagée de l'environnement stratégique. Cette relecture nourrit une polarisation. Inquiétude pour certains, anticipation pour d'autres. Les effets du basculement tchadien se lisent à 4 niveaux distincts dans la source: l'État, les entreprises, la population et la région. Chacun révèle une facette différente d'une recomposition encore fluide, dont les implications concrètes commencent déjà à se manifester malgré l'absence de données chiffrées supplémentaires. La première transformation concerne la manière dont les autorités réévaluent leurs relations extérieures.
Selon la description de la source, le pivot auparavant considéré comme indispensable pour des partenaires extérieurs cesse de fonctionner comme amortisseur stratégique. Les dirigeants entreprennent alors une réorientation graduelle, marquée par la volonté de s'extraire de mécanismes jugés déséquilibrés. La transition n'est pas présentée comme une rupture brutale, mais comme un recentrage stratégique. Elle implique un retour sur des pratiques héritées, souvent construites autour d'un rôle de projection offerte à des acteurs extérieurs. Dans ce cadre, la mention d'Ibrahim Traoré agit comme un miroir régional. Ses prises de position sur la souveraineté et sur les frontières perçues comme artificielles influencent la manière dont ce repositionnement est interprété au Tchad. Ainsi, la logique étatique évolue vers une lecture plus autonome des enjeux sécuritaires et politiques. Le deuxième niveau d'impact concerne les entreprises locales et étrangères. La source décrit une tension croissante dans les secteurs pétroliers, aurifères et uranifères, sans fournir de chiffres supplémentaires. Elle met en avant l'idée d'un cadre moins asymétrique. Les entreprises étrangères, habituées à des pratiques antérieures, doivent envisager un environnement où la marge de renégociation pourrait s'élargir, portée par la cohésion régionale émergente. Ce changement ne se matérialise pas immédiatement, mais il crée une dynamique. Les acteurs économiques anticipent une redistribution potentielle des priorités. Cette anticipation façonne déjà leur perception de stabilité, même sans transformation concrète immédiate. Le troisième niveau d'impact apparaît à travers la figure d'Idriss, témoin local placé au cœur du récit. Son environnement, marqué autrefois par le bruit constant des appareils étrangers, devient soudain silencieux. Ce détail sensoriel joue un rôle essentiel dans la construction du sens. La disparition du vacarme militaire n'est pas interprétée comme un simple changement technique, mais comme un signe de transition politique. La réaction populaire décrite dans la source, commentaires dans les rues, discussions dans les marchés, montre que certaines attentes existaient déjà avant l'annonce officielle. Le silence devient alors une métaphore collective, la suspension d'un rythme ancien et l'ouverture d'une page encore indéterminée. Enfin, le repositionnement tchadien produit un effet profond sur l'ensemble régional. La formation d'un bloc continu reliant Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad referme un espace autrefois utilisé pour projeter des moyens extérieurs. Pour plusieurs capitales étrangères, cela signifie la perte d'un passage clé et d'une capacité d'observation stratégique. Pour les États sahéliens concernés, au contraire, cette continuité géographique crée un nouveau cadre d'intégration, mais aussi une ligne de tension où les conceptions de sécurité doivent être réajustées. La région entre ainsi dans une phase où les perceptions, les institutions et les imaginaires stratégiques se remodèlent simultanément. La source propose trois trajectoires possibles pour les prochains mois, non comme des prédictions, mais comme des cadres d'analyse destinés à comprendre un système encore instable. Elles reposent toutes sur deux éléments structurants du basculement tchadien, la continuité territoriale nouvellement formée et la redéfinition des partenariats extérieurs. L'enjeu consiste à déterminer comment les acteurs régionaux absorberont ce vide politique et stratégique. Ce premier scénario postule que l'entrée du Tchad dans l'AES conduira principalement à une réévaluation méthodique des relations avec les partenaires traditionnels. La source décrit déjà des mouvements de renégociation et une volonté de clarifier les mécanismes jugés déséquilibrés. Dans cette trajectoire, les États concernés chercheraient surtout à stabiliser leur cohérence interne, gestion frontalière, coordination sécuritaire, affirmation d'une lecture souveraine de l'espace sahélien. L'incertitude demeure, mais sans rupture brutale. Le système avance par ajustements successifs. Le deuxième scénario s'appuie sur des signaux décrits dans la vidéo.
Un climat d'adhésion, l'idée d'une page blanche perçue positivement par une partie de la population, et la référence à des figures régionales comme Ibrahim Traoré, présentées comme symbole d'une souveraineté revendiquée. Dans cette hypothèse, les dirigeants exploiteraient cet élan pour intensifier l'accord, la coordination politique, économique et sécuritaire. Des décisions parallèles pourraient se multiplier, tout comme les communications conjointes et l'harmonisation de certaines priorités nationales. Le bloc géopolitique se transformerait alors en instrument d'intégration active, réduisant la dépendance aux appuis extérieurs. Le troisième scénario repose sur les inquiétudes évoquées dans la source, notamment la possibilité qu'un vide stratégique soit instrumentalisé. Dans cette configuration, des groupes armés ou certains acteurs extérieurs pourraient exploiter la période de transition, aggravant la fragilité des zones sensibles. La réorganisation incomplète des dispositifs sécuritaires compliquerait la gestion des tensions frontalières. Les États auraient du mal à stabiliser l'environnement avant l'émergence de nouveaux équilibres. Ce n'est pas un effondrement, mais une séquence heurtée, marquée par des ajustements difficiles. Ces trois cadres montrent que l'issue dépendra moins de la rupture initiale que de la capacité collective à structurer le vide et à orienter la transition. La source montre que la recomposition en cours ne touche pas un public homogène. Chaque catégorie d'observateurs lit la transition à partir de son propre horizon d'attente. Pour celles et ceux qui suivent de près l'actualité géopolitique, l'idée d'un vide décrit comme une page blanche ouvre un espace analytique inédit. Ils y voient un moment de fluidité où les priorités peuvent être redéfinies, les alliances clarifiées et les rapports de force renégociés. Ce public interprète la transition à travers les signaux faibles, déplacement du centre de gravité, alignements émergents, réactions extérieures, cohésion évoquée au sein de l'AES. Le basculement tchadien devient alors un laboratoire d'observation stratégique. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux trajectoires politiques des États voisins, le récit souligne l'importance des références régionales. Les mentions répétées de dirigeants affirmant leur souveraineté, parmi lesquels Ibrahim Traoré occupe une place visible, servent de point de comparaison. Elle structure une lecture où le repositionnement tchadien n'apparaît pas comme un geste isolé, mais comme un mouvement inscrit dans une dynamique partagée. Ce public observe comment ces figures influencent les attentes populaires, modifient les imaginaires politiques et redéfinissent la perception du rôle joué par les partenaires extérieurs. Enfin, pour celles et ceux qui mesurent le changement au niveau du quotidien, le portrait d'Idriss fournit une prise directe sur la transformation. Son environnement sonore, bouleversé par la disparition des avions, devient un indicateur tangible. Le contraste entre le vacarme prolongé et le silence nouveau matérialise une transition que les discours officiels ne suffisent pas à saisir. Pour ce public, l'évolution se lit dans les atmosphères, dans les mobilités, dans la manière dont un quartier absorbe l'absence d'une présence autrefois constante. Ainsi, la perception du basculement diffère selon le regard adopté. Mais toutes ces lectures convergent vers une même idée. La recomposition en cours exigera une adaptation continue des acteurs comme des citoyens. La transition ouverte par le basculement tchadien exige, selon la source, une série d'étapes capables de relier décisions étatiques, coordination régionale et perception locale. La première consiste à clarifier les priorités communes. La vidéo décrit la volonté d'échapper à des mécanismes antérieurs jugés déséquilibrés. Cette phase implique une définition collective des objectifs: sécurité, gestion des ressources, cohérence diplomatique. Le principal indicateur devient alors la concordance entre les annonces officielles et les signaux envoyés par les États membres. La deuxième étape consiste à gérer le vide interprétatif. Certains y voient un risque, d'autres une occasion de recomposer l'espace politique.
La réussite dépendra de la capacité à éviter une dégradation sécuritaire tout en préservant la marge de manœuvre revendiquée. Cette gestion se mesure par la stabilité des zones sensibles et par la manière dont les populations interprètent les premiers ajustements. La troisième étape concerne l'harmonisation des mécanismes de coopération. La source insiste sur l'importance symbolique des trajectoires régionales, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, présenté comme catalyseur d'une dynamique d'intégration. Les signaux à observer incluent des décisions parallèles, des communications conjointes et l'alignement progressif des priorités stratégiques. Cette cohérence constitue un test décisif pour valider la formation d'un bloc fonctionnel. Enfin, la quatrième étape consiste à articuler décision et perception locale. Le portrait d'Idriss rappelle que toute recomposition doit résonner dans le quotidien. L'efficacité se lie dans la clarté des annonces, dans la réduction des tensions et dans la capacité des autorités à associer les attentes citoyennes au processus. Ainsi, la feuille de route esquissée par la source forme une mécanique à plusieurs niveaux où coordination régionale, symbolique politique et réalité locale avancent ensemble. Le retour au motif initial, le silence qui s'installe après le départ des avions, donne à la transition décrite une dimension presque intime. Pour Idriss, ce silence n'est pas seulement l'absence d'un bruit familier, il devient une matière nouvelle, une page sonore où se projette l'incertitude du moment. La source montre que cette sensation locale résonne avec les trajectoires régionales, notamment avec celles attribuées à Ibrahim Traoré, dont les prises de position rappellent que la souveraineté se réinterprète autant qu'elle se proclame. Le contraste entre vacarme et calme structure l'émotion du récit. Il révèle que les recompositions géopolitiques ne s'expriment pas uniquement dans des blocs territoriaux ou dans des discours d'État, mais aussi dans les perceptions sensibles de ceux qui vivent près des frontières, des infrastructures militaires ou des routes d'approvisionnement. Le décor change, puis l'atmosphère suit et l'horizon se déplace. Ainsi, la transformation décrite ne se réduit pas à un changement d'alliance. Elle marque un passage intérieur, une région qui cesse d'habiter un cadre figé et tente d'imaginer un autre rythme, un autre centre, une autre manière d'exister. La page blanche n'est donc pas un aboutissement, mais un début, et la phrase qui affleure devient une ligne de fond. Le silence aussi peut annoncer un monde nouveau. La séquence décrite dans la source se referme sur un paysage encore en mouvement, où décisions étatiques, attentes populaires et repositionnements régionaux coexistent sans se stabiliser pleinement. Dans cette fluidité, la question n'est plus de trancher, mais d'ouvrir un espace de dialogue. Le basculement tchadien, la formation d'un bloc continu et les résonances symboliques évoquées tout au long du récit montrent que les dynamiques du Sahel ne peuvent être saisies qu'en observant les interactions fines entre territoire, souveraineté et perception locale. Cette incertitude n'est pas seulement un défi, elle est aussi une invitation. Elle appelle à suivre attentivement les signaux. Gestes diplomatiques, réactions citoyennes, glissements narratifs, transformations dans les zones sensibles. Elle invite également à reconnaître que plusieurs lectures coexistent et que le futur de la région dépendra de la capacité collective à articuler ces visions plutôt qu'à les opposer. C'est ici qu'intervient la dimension sociale. Chacun, selon son expérience et sa sensibilité, peut contribuer à enrichir la compréhension de cette recomposition. Alors, une question demeure, ouverte, nécessaire. Quelle pourrait être, selon vous, la prochaine inflexion majeure dans l'évolution du Sahel?